l'intervention. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Alors, rapidement, oui. Allez, rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà. Vincent Delombel, mnémoniste, vient du milieu des magiciens au départ. Je travaille sur l'art de la mémoire depuis 1995. Je fais des interventions partout en France et à l'étranger maintenant, voilà. Bon, voilà, j'ai écrit des bouquins, je suis web entrepreneur. On a créé un événement qui s'appelle le Congrès de la mémoire avec des collègues. Et donc ça, vous retrouvez tout ça sur Internet, hein. Je pense que voilà, je vais commencer, je pense à me connaître maintenant. Sinon, il y a une page spécifique sur mon site pour tout savoir. Voilà. Euh, Ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc commencer par une introduction qui va permettre de peut-être se poser cette question, pourquoi pratiquer? Bon, j'imagine que vous avez une petite idée de pourquoi est-ce qu'il faut pratiquer, mais vous allez voir que finalement dans le milieu scientifique, il y a des contradictions, voilà, ils ne sont pas tous d'accord. Donc moi je vais aussi vous donner donc mon avis par rapport à tout ça. Puis toujours hein, suivant notre schéma, vous savez que j'aime bien travailler moi suivant un peu les codes du théâtre, du spectacle, hein. Je viens du milieu moi-même du spectacle. Donc dans une première partie, dans l'acte 1, on va essayer de comprendre l'entraînement, hein. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut privilégier, comment ça fonctionne réellement, quels sont les enjeux derrière tout ça. Dans un second acte, on va parler des exercices cognitifs. En fait, en gros, si vous voulez, il y a deux grands axes hein, pour stimuler, on va dire, votre cognition, votre mémoire, et tout ce qui touche à la cognition. Il y a les fameux exercices cognitifs. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est utile? On verra tout ça. On va même en pratiquer un tout petit. Et ensuite, on ira plutôt sur un autre axe qui est donc enrichir sa mémoire. Donc, lorsqu'on enrichit sa mémoire, on entraîne finalement cette mémoire. Voilà. Donc, je vais tout vous expliciter tout à l'heure. On va donc, on va même pratiquer un petit peu ce soir. Voilà. J'en profite pendant que j'y suis, parce que vous savez, voilà, malgré tout, il y a le petit moment commercial de la soirée. Donc à la fin de cette intervention, vous verrez apparaître une offre. Donc c'est une promotion que je fais sur ce que j'appelle moi le campus mémoire que j'ai créé il y a quelques années, que j'ai relooké ensuite. Le campus mémoire, c'est un parcours, si vous voulez, qui dure aujourd'hui, je crois qu'il dure 30 semaines, qui vous donne accès donc à une façon de s'exercer au niveau de la mémoire, de l'attention, de la cognition. Voilà, de toute façon que moi que j'ai défini. Ce code promo en tout cas, enfin cette réduction, elle est de 200 euros. Donc c'est assez énorme, c'est-à-dire qu'au départ je vends ce parcours 297 euros et pour vous ce soir, jusqu'à mardi soir, il sera uniquement à 97 euros. Voilà, c'était la petite partie pub de la soirée. Et on va tout de suite revenir sur l'intervention. Alors l'intervention, on va tout de suite y aller sur l'introduction. Alors pourquoi est-ce qu'il faut pratiquer, pourquoi est-ce qu'il faut s'entraîner? Alors, vous voyez, j'ai pas choisi au hasard le mot pratiquer, même si on parle d'entraînement, parce que voilà, moi, en tant que mnémoniste, si vous voulez, je ne m'entraîne pas. Je ne m'entraîne pas parce que m'entraîner, ça voudrait dire faire un petit peu ce que font les champions de la mémoire. Hein, vous savez qu'il y a un championnat de France et du monde de la mémoire qui consiste, si vous voulez, donc à repousser ses limites. Par exemple, on va chercher à mémoriser le plus vite possible un jeu de cartes. Donc le champion du monde aujourd'hui, je crois que c'est aux alentours de 15 secondes, ce qui est juste énorme, hein, c'est un truc de fou. Donc l'entraînement, si vous voulez, ça implique une certaine discipline, ça implique quelque chose qui peut être rébarbatif, qui peut être perçu négativement, euh, plutôt une contrainte. Si vous voulez. Pour moi, l'entraînement, c'est quelque chose de contraignant. Alors ça peut être positif, hein. Par exemple, moi je joue au tennis. Donc quelque part, je m'entraîne au tennis pour pouvoir gagner des matchs. Voilà, cette contrainte-là, j'accepte parce que quelque part, voilà, j'aime bien, si vous voulez, progresser dans ce cheminement compétitif, voilà. Mais il y a une contrainte quand même, hein. Donc il faut être présent aux entraînements. Voilà, il y a tout un protocole derrière tout ça, voilà. S'agissant, si vous voulez, de la mémoire, s'entraîner pour s'entraîner. Euh, Moi, ça m'intéresse pas des masses. C'est pour ça que je préfère dire que je pratique. Alors la nuance, elle est sexy. C'est que je ne m'entraîne pas dans le sens où je me bloque voilà des séances voilà pour m'entraîner à retenir des noms, des prénoms, ce genre de choses. Par contre, je pratique tout le temps. Je ne sais pas si vous voyez la nuance.
C'est-à-dire que toutes les stratégies que j'ai mis en œuvre, toutes les idées comportementales que je dois mettre en œuvre au quotidien, eh bien, je les pratique. Je les pratique dans mon quotidien. C'est-à-dire que je sais exactement comment déclencher l'action de mémoriser un prénom. Donc, je ne perds pas, si vous voulez, une occasion de mettre en œuvre ces stratégies-là. Je pratique ma table de rappel, je pratique la méthode des lieux, je pratique l'enrichissement de la mémoire, je pratique le processus d'autoréférence dont je vous ai parlé. Voilà, donc c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Pour moi, ça fait partie intégrante de mon quotidien. Voilà, donc je pratique. Après, vous pouvez très bien vous choisir de vous entraîner. D'ailleurs, peut-être qu'avant de pratiquer, il faut être capable de s'entraîner sur notamment des stratégies techniques avant de les pratiquer donc de façon plus formelle. Dans tous les cas, pourquoi est-ce qu'il faut pratiquer? Parce que voilà, la mémoire c'est une faculté. C'est pas un muscle, hein, ça c'est important de bien le répéter. La mémoire ce n'est pas un organe, c'est une faculté qui dépend donc de votre cerveau. Et comme toute faculté, hein, ça peut être la capacité ou la faculté de raisonner, d'être attentif, de se motiver, de se concentrer, la faculté de parler une langue étrangère, comme toute faculté, donc la mémoire, votre mémoire doit être stimulée de façon riche et variée. Hein. Donc le plus important, si vous voulez, c'est cette stimulation de façon riche et variée. On le voit très nettement, si vous voulez, que des personnes qui sont dans des routines de vie, qui ne sortent pas de leur zone de confort, qui ont des vies très répétitives. Alors je pense par exemple à des gens qui ont pu avoir une carrière complète sur des métiers comme métier à la chaîne et qui n'ont pas compensé par ailleurs. Hein, donc des gens qui, on va dire, arrivent le matin, font leur travail répétitif pendant leurs 7 ou 8 heures de la journée et le soir ils arrivent chez eux, ils se mettent devant la télévision, ils restent passifs. Et bien au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre d'années, on va très clairement remarquer que une partie de leur cerveau est complètement atrophiée. Voilà. Tout simplement parce que voilà, il y a un problème de stimulation. Donc il faut savoir stimuler sa cognition toute sa vie. Alors je vous rassure, dans la grande majorité des gens, le quotidien fait que de toute façon on est quand même extrêmement stimulé, surtout aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec l'information qui est en continu, avec toutes ces facilités qu'on a aujourd'hui pour rencontrer du monde. Et puis aujourd'hui, beaucoup de métiers quand même vous amènent à progresser. On favorise quand même la formation dans la plupart des métiers. Voilà, donc ça c'est plutôt rassurant. Maintenant, voilà, on peut aller un peu plus loin dans la démarche pour être encore plus efficace. Et c'est un petit peu l'objet de cette soirée. Alors, cette notion de pratique, cette notion d'entraînement, elle oppose ou elle a opposé de nombreux scientifiques. Alors moi j'ai bien connu ça parce que par exemple moi j'ai fait quelques émissions de télévision, j'ai eu l'occasion de rencontrer des chercheurs, des acteurs du milieu scientifique, voilà. Et donc moi j'ai notamment aussi connu Alain Lurie, hein, j'en parle souvent vous savez, qui lui dans un de ses livres qui s'appelle Doper son cerveau, en fait va prendre on va dire un avis contraire tout ce qui est activités de stimulation cognitive, comme notamment le programme du professeur Kawashima, donc sur Nintendo. C'est ce fameux programme d'entraînement cérébral que vous avez sans doute vu passer. Ou encore, alors, Kawashima à la limite il est japonais, donc on peut dire il peut y avoir un problème culturel. Mais chez nous en France, on a aussi un docteur qui s'appelle Bernard Croisil. Bernard Croisil qui est lui neurologue, hein, et qui a beaucoup donc défendu les tests pour la mémoire. Notamment, il a un programme de stimulation cognitive qui s'appelle Happy Neuron. Enfin, il fait partie du cas de ce programme-là. Donc, forcément, il est plutôt impliqué dans ce milieu-là. Alors, comment ça se fait? Comment est-ce qu'on peut imaginer que on a d'un côté des scientifiques qui s'opposent sur cette question-là? Alors, moi, j'ai mis un petit peu de temps avant de comprendre. Alors, il y a plusieurs choses. Au départ, je pense que tout simplement, il y a d'un côté donc un chercheur comme Bernard Croisil qui est plutôt neurologue, et donc lui qui s'intéresse plutôt à la dégénérescence et aux maladies du cerveau, hein, comme Alzheimer, ce genre de choses, et qui, voilà, très clairement dans ses recherches, il a pu montrer que stimuler le cerveau par des jeux, par de la relation, par plein de trucs, eh bien, permet, si vous voulez, de maintenir la cognition active. Voilà. C'est un fait, c'est scientifiquement prouvé, voilà.
Et de l'autre, on a donc Alain Lurie qui lui est plutôt psychologue cognitif, qui dit qu'au final ça sert à rien parce que dans le quotidien, on a tout ce qu'il nous faut pour être stimulé. Si vous voulez, quelque part, il s'oppose, je pense, d'abord pour des questions d'ego, enfin d'ego, attention, hein, je précise mon truc, c'est que euh, c'est pas un ego malsain, attention, hein. C'est que évidemment ils défendent chacun leur idée. Euh, il y a quand même donc cette notion d'ego. Il y a sans doute aussi des notions un peu commerciales, hein, parce que forcément quand on vend des programmes de stimulation cognitive, forcément il y a quand même des sous derrière tout ça. Alain Lurie, de son côté, lui, bah, c'était un auteur qui était édité chez Duno, donc forcément, plus il sortait de bouquins, plus forcément c'était quelque part rentable, hein, vous savez bien. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça, et au final, à force de lire un petit peu tout ça, à force puis peut-être un peu de questionner, parce que bon, autant Bernard Croisil, je connais pas personnellement, on a fait une émission ensemble, mais je connais pas personnellement. Autant Alain, voilà, on s'est quand même bien connus. Et quelque part, si vous voulez, ils disent quand même la même chose. C'est quand même mieux de faire fonctionner son cerveau, c'est quand même mieux de stimuler très clairement, parce que, et Alain Lurie vous l'aurez dit lui-même, vous mettez une personne dans un milieu pauvre, voilà, pendant toute sa vie, si vous voulez, eh bien, naturellement, ses facultés cognitives déclinent. Voilà. Donc, finalement, tout le monde est d'accord, mais pas forcément de la même manière. Voilà, c'est surtout ça que je veux, sur lesquels on va insister. Des gens comme Bernard Croisil vont plutôt insister sur des jeux cognitifs, et des gens comme Alain Lurie vont plutôt insister sur l'enrichissement de la mémoire, c'est-à-dire l'apport de nouvelles connaissances. Voilà, donc c'est un petit peu là-dessus qui pourrait s'opposer. Une personne comme Alain Lurie, si vous voulez, pense que dans le quotidien, tout ce qui touche à tout ce qui va impliquer les jeux cognitifs, c'est-à-dire l'attention, la concentration, la mémoire, le travail, ce genre de choses, on est largement sollicité au quotidien, donc c'est peut-être pas forcément utile d'en faire. Par contre, ce qui peut manquer, c'est effectivement de développer son esprit critique, ses connaissances. Bon, écoutez, ça c'est un avis, Je vais maintenant vous donner mon avis là-dessus, et on va donc continuer tout de suite notre. Alors, je ne vais pas faire de pause maintenant, je vais continuer et on fera une petite pause juste après si vous voulez bien. Et donc, on va continuer notre découverte de tout ça. Alors, on va essayer de comprendre déjà ce qui se cache derrière ce qu'on appelle l'entraînement cognitif. Au départ, ce qu'il faut bien comprendre, c'est le rôle de votre cerveau. Alors, votre cerveau, son rôle, il a quatre fonctions précises, ou plutôt générales. C'est d'abord de connecter les régions du corps entre elles. Bon, ça c'est classique, hein, c'est-à-dire que voilà, le cerveau, c'est le système nerveux central, c'est lui qui commande vos mouvements, qui commande vos humeurs, qui commande vos émotions, ce genre de choses. Donc, il connecte les régions du corps entre elles, il vous permet de développer votre personnalité, notamment par l'apprentissage, et c'est en ça que, quand on parle de développement personnel, eh bien, on parle forcément de l'enrichissement de cette mémoire, notamment. Donc, grâce à l'apprentissage, à chaque fois que vous apprenez, eh bien, vous développez votre personnalité. C'est pour ça que vous devez apprendre toute votre vie. Il vous permet de résoudre les problèmes. Donc, il a une fonction de raisonnement et il a une fonction de traitement de l'information, notamment par les cinq sens. Donc, il va traiter l'information de façon visuelle, de façon auditive, de façon kinesthésique, etc., etc. Donc, c'est ça le rôle au départ de votre cerveau, et finalement quelque part quand on parle d'entraînement cognitif, eh bien c'est de stimuler un petit peu tout ça. Alors plus quelque part les trois derniers points que le premier, encore que si on ramène ça, si vous voulez, à une dimension plus physique, plus sportive, on peut très bien comprendre qu'effectivement le sport en soi, l'activité physique en tout cas, est une façon d'entraîner sa cognition. Quand on joue au tennis par exemple, il y a tout un travail de coordination entre la balle qui arrive à une certaine vitesse, la préparation de la raquette, la frappe dans la balle, le repositionnement. Oui, donc c'est quand même extrêmement riche, hein, en cognition tout ça. Donc, si on ramène ça aussi à ce que j'ai pu vous dire sur l'art de la mémoire depuis donc maintenant quelques temps, je vous rappelle que au-delà donc de la charge mentale, alors quelque part l'entraînement, si vous voulez, l'entraînement et la pratique, ça doit vous permettre d'être plus efficace et donc de mieux gérer la charge mentale. C'est-à-dire que vous devez
développer des automatismes, vous devez certainement développer aussi des habitudes que vous reconnaissez dans le temps. Et donc, ça va être utile à ce niveau-là. Maintenant, de façon beaucoup plus stratégique et technique, idéalement, si vous voulez, quand on veut pratiquer l'art de la mémoire, on doit pouvoir agir sur la motivation, donc sur le comportement, savoir déclencher l'intérêt, déclencher l'intention. Ça, c'est important. Vous allez donc aussi devoir favoriser des stratégies d'encodage, notamment ce qu'on appelle la clarification. Comment vous intégrez le mieux l'information, ça c'est hyper important. Et idéalement, donc, pratiquer des stratégies de récupération, notamment donc, tout ce qui touche à la répétition et à la mnémotechnique. Donc c'est un petit peu ça, c'est un petit peu tout ça, si vous voulez, qu'il faut, c'est les choses sur lesquelles il faut être vigilant pour, quand on parle d'entraînement de la mémoire. Est-ce que donc du coup toutes ces solutions qui nous sont proposées respectent au moins ces 3 points? Alors on va le voir et on va un petit peu débattre là-dessus. Alors pour commencer, je vais vous proposer un petit exercice cognitif. On va faire un petit jeu. Alors d'abord je vais vite vous retrouver sur le chat. D'abord voir si vous avez des questions, si tout va bien. Est-ce que tout va bien pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, dans un instant, je vais vous proposer un petit jeu, donc je vais vous laisser un petit peu tout seul. Et là, je vais vous encourager à vous mettre en plein écran, parce que c'est important que vous voyez bien l'image que je diffuse. Donc, dans un instant, si vous n'êtes pas encore en plein écran, je vais vous inviter à vous mettre en plein écran. Ce qui veut dire que vous allez vous affranchir du chat. Est-ce que tout le monde suit bien jusqu'à présent? Est-ce que vous êtes prêts pour le petit jeu très simple que je vais partager avec vous? Je vais vous laisser quelques secondes pour répondre, sachant que voilà, il y a toujours un petit décalage entre vous et moi. Donc, vous allez peut-être avoir besoin aussi d'un papier et d'un crayon. C'est pas obligatoire, attention, hein. Mais voilà, vous allez devoir appliquer un petit peu d'attention. Vous êtes prêts? Méline est prête. Je vous laisse. Ouais, bon, je pense que vous êtes prêts. Allez, je vous laisserai quelques-uns me répondre parce que je pense que tout le monde. Voilà, c'est bien. Alors on y va. Je vais vous ramener sur l'intervention. Attention, c'est tout simplement un jeu des 7 erreurs. Alors mettez-vous bien en plein écran. Je vais vous laisser, attention, tenez-vous bien, je vais vous laisser 2 minutes pour trouver les 7 différences entre les deux dessins. On y va. 2 minutes, c'est parti. Mettez-vous en plein écran, hein. Ça va être plus facile. Plus qu'une minute. Et voilà, c'est terminé. Alors, je vais voir un peu combien de... Est-ce que vous pensez les avoir toutes trouvées? Alors,
ça avait l'air un petit peu enfantin comme ça, mais attention, c'était pas forcément toujours facile. Je sais pas si vous les avez toutes trouvées. Dites-moi si vous avez tout trouvé. Il y en avait 7. Si vous les trouvez, eh bien, on va partager ensemble si vous voulez. Tout trouvé? 5? Juste 5? Ah ah, qui a trouvé les 7? 4. Ok. Alors écoutez, on va tout de suite corriger si vous voulez. Ah, je vais retourner sur l'écran. Donc ouais, quand même, 4, 5, 5, 2 minutes, c'était peut-être un petit peu court pour le coup, mais c'est volontaire. Si je vous ai mis ce temps limité, c'est très volontaire. C'était pour aussi vous mettre un peu de pression et voir comment vous gériez un petit peu cette pression, quoi. Ok, donc 6. Eh bien écoutez, on y va. On retourne sur l'écran. Et hop, c'est pas ça, c'est plutôt ça. Voilà, excusez-moi. Donc ça, et alors on y va. Il y avait, je vais essayer de tous les retrouver, parce que du coup, voilà. Il y avait donc, si je commence par le bas, il y avait la griffe du tigre en bas. Donc il manque une griffe. Ça, je pense que vous l'avez vu. Il y a également, alors que je n'aille pas trop vite dans mon truc, moi, parce que j'ai eu du mal à en trouver. Bon, il y a la queue, il manque une rayure sur la queue, ça vous l'avez vu, je pense. Une rayure sur la queue, ça fait 2. Il y a le petit pouce, enfin le pouce, un des doigts qui manque de la lionne ou la tigresse plutôt. Quand les reins ils se prennent la main tous les deux en tango là. Donc il manque un petit doigt voilà, qui manque. Il manque une dent au tigre, ça fait 4. Le museau de la tigresse, il y a un reflet qui manque. Je ne sais pas si vous l'avez vu celui-là. Ça fait 5. Il manque une feuille là-haut, là. 6. Ça fait 6. Et la septième. Eh bien la septième, zut, je ne la retrouve pas. Il me semble que c'était sur le ventre. Eh bien, écoutez, la septième, je la retrouve même pas. Zut. Vous allez peut-être pouvoir m'aider, mais je ne retrouve pas la septième. Il y en avait 7 en tout cas. Alors, est-ce que vous avez trouvé la septième, vous? Est-ce que j'en ai oublié une que je ne retrouve pas? Alors, la griffe, le doigt, la queue, la dent, le museau, la feuille là-haut, et qu'est-ce qui manque du coup? Le cil de la tigresse, mais oui, mais oui. Le cil de la tigresse, attendez, je vais retourner voir. Exact, celui-là c'était un peu la subtilité effectivement, le cil sur l'œil de la tigresse, donc son œil droit. Il manque un cil. Bien vu Méline, bravo. Ah, c'était pas évident, c'était pas évident. Alors, ma petite question que je vais vous poser maintenant, c'est voilà, qu'est-ce que vous avez remarqué? Comment est-ce que vous imaginez que ce petit jeu-là, qui est un jeu extrêmement bateau, un jeu presque de gamin si on veut, puisse être efficace, être positif, en tout cas puisse stimuler efficacement votre cognition, votre mémoire. Alors, quel est votre avis là-dessus? Je vais vous laisser vous exprimer un petit peu. Alors, qu'est-ce que, quelque part, qu'est-ce que ça implique au niveau cognition Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez travaillé votre mémoire ou pas? Et pourquoi? L'attention, bien sûr. Le fait est que je vous ai en plus donné un temps limité, donc j'ai un peu plus, on va dire, stimulé votre attention. Donc j'ai déclenché cette fameuse mémoire prospective dont je parlais la semaine dernière pour engager votre attention. Forcément, avec l'attention, la concentration, tout à fait, important. Quoi d'autre?
Présence et concentration, tout à fait, l'attention, d'accord. Mais quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'on a encore qu'est-ce qu'on a encore fait? Il y a la mémoire de travail, parce que forcément vous devez vous rappeler des erreurs que vous avez découvertes, hein. Donc il y a une forme de mémoire du travail quand même, hyper importante, d'observation, tout à fait. Il y a donc tout un travail de traitement d'information, de discrimination visuelle. Hein, vous devez donc focaliser votre attention sur des éléments, donc faire abstraction des éléments extérieurs. Donc il y a tout un travail de discrimination qui est important. Voilà, une mémoire sélective si on veut, tout à fait. Ça c'est hyper important. Voilà. Donc oui, ça c'est tout à fait ce genre d'activité que des gens comme Bernard Croisil ou Kawashima, si vous voulez, vont plutôt défendre. C'est amusant, voilà. Alors le seul truc, si vous voulez, c'est que c'est intéressant dans la variété, hein. C'est-à-dire que c'est vrai que si vous ne faites que des jeux de cette erreur, au bout d'un moment, bon bah voilà, ça va peut-être un petit peu perdre de son impact, parce que vous allez tomber dans une sorte de routine. C'est pour ça qu'il faut varier. Et souvent, donc, les jeux cognitifs qu'on vous propose sont des jeux variés, hein. Donc ce sont souvent des sortes de tests psychotechniques ou des jeux qui mélangent des tests de langage, des tests visuels, etc. Donc voilà, ça peut effectivement se présenter sous cette forme-là, et c'est plutôt, quelque part, je pense, quand même plutôt positif. Euh, Allons voir vite fait. Hop, retournons voir notre application. Finalement, les jeux cognitifs, ils permettent donc d'engager l'attention, le jeu est stimulant. Le traitement de l'information, donc la réflexion évidemment, parce que là pour le coup, là c'était un jeu de ces erreurs, mais on peut très bien faire donc des sudoku, des mots fléchés, des mots croisés. Donc il y a tout ce qui est donc la réflexion, voilà. Ça permet aussi de valoriser ou pas, hein, évidemment le joueur. Donc quand je dis ou pas, c'est-à-dire que le seul peut-être problème qui peut se poser, c'est que si on n'y arrive pas, hein, par exemple l'autre jour, j'ai une amie qui se lançait dans les sudoku, qui ne comprenait pas forcément tout bien la procédure. Et puis du coup, bon, bah, elle ramait beaucoup et ça lui demandait beaucoup de réflexion, de concentration, de charge mentale. Au final, elle a abandonné et elle s'est plutôt sortie nulle, quoi. Donc voilà. Donc ça peut arriver, enfin ça peut parfois justement avoir un effet contraire. Bon bref. Mais normalement c'est fait pour vous valoriser, c'est fait pour vous permettre de progresser. Et si vous faites par exemple des sudoku, eh bien c'est tout à fait le genre d'exercice qui vous permet de mesurer votre progression, parce qu'en général on développe des stratégies par rapport à ça, hein. Donc c'est un peu l'idée, c'est que les exercices cognitifs, ça vous permet aussi de chercher et de trouver des stratégies pour progresser dans cette matière-là. Et donc c'est super intéressant parce que du coup, ça vous oblige quelque part à comprendre que dans le quotidien, il faut toujours trouver des stratégies, il faut d'abord commencer par comprendre, et puis trouver des stratégies. Donc il y a quand même, si vous voulez, une espèce de transversalité dans le jeu de tous les, dans le quotidien, si vous voulez. Donc, moi, mon avis, si vous voulez, c'est que les exercices cognitifs, c'est plutôt bon. Moi, je suis plutôt. Alors, moi, j'en propose pas sur mon site parce que c'est voilà, c'est un autre travail, si vous voulez. Mais je suis plutôt, je pense, pour. Moi, je suis plutôt pour les jeux cognitifs, sachant que il y a peut-être une autre façon d'en faire, de façon un peu peut-être plus ludique, parce que le problème des jeux cognitifs, si vous voulez, à mon avis, c'est qu'au bout d'un moment, ça peut quand même devenir un peu rébarbatif. Ça peut être un peu barbant parce que voilà, ça va être un petit peu toujours la même chose, hein. On va retrouver des tests de langage, des attentions, des choses il faut mettre dans l'ordre. Bon voilà, donc ça peut au bout d'un moment être un petit peu rébarbatif. En tout cas, moi, à chaque fois que j'achète des bouquins sur les jeux cognitifs, j'en ai quelques-uns. Et bien, d'ailleurs, je me demande si je ne vais pas là-bas vous montrer, mais j'ai eu l'impression qu'au bout d'un moment, on tournait un petit peu en rond, quoi. C'est peut-être un peu le problème. Alors, à votre avis, s'agissant d'exercices qui engagent l'attention, l'intention, la motivation, le traitement, euh, par quoi est-ce qu'on pourrait peut-être remplacer les jeux cognitifs? Qu'est-ce qui pourrait, on va dire, faire aussi bien, même mieux, peut-être justement en plus, sans avoir à subir ce sentiment de tourner au bout d'un moment en rond et donc de perdre un petit peu, si vous voulez, l'intérêt. Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qui pourrait permettre de remplacer
ces jeux cognitifs. Et que moi, finalement, je recommande. Hein. Finalement, je recommande ces jeux-là. Enfin, moi, je recommande des sudoku, des mots fléchés. Enfin, moi, j'ai tous ces trucs-là, si vous voulez, sur mon smartphone. Comme ça, comme je bouge beaucoup, comme je suis souvent en déplacement, bon voilà, je m'amuse à faire ça. Donc, ça m'amuse, hein, évidemment. Mais au-delà de ça, il y a quand même, je pense, une autre voie plutôt intéressante. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous savez, ou est-ce que vous pensez savoir à quoi je pense? Je vais revenir sur le chat. D'apprendre une nouvelle chose, d'accord. On va y venir. Alors là, c'est plutôt la partie enrichissement, hein, Méline. Mais toujours dans le jeu cognitif, si vous voulez. C'est vraiment là-dessus tout le temps, ouais. Scène dans la rue, dans une gare, donc ça c'est plutôt la méthode des lieux, d'accord. Ouais, ça pourrait être ça. Voilà. J'ai Cornélie qui me dit les jeux. Bah oui, les jeux. Les jeux de société, hein. Tout simplement. Pourquoi je vous, pourquoi je vous parle des jeux de société? Parce que, en fait, tous les jeux de société vous obligent à être attentif, à être dans l'attention, à mettre en place des stratégies, à faire appel à vos connaissances. Ça vous oblige aussi à trouver des stratégies. Et en plus, il y a quand même une dimension qui est quand même pas mal, c'est qu'il y a l'aspect social. Ça vous êtes en interactivité. Enfin, en général, hein, il peut y avoir des jeux en solo, mais la plupart du temps, si vous voulez, ça se joue au moins à deux. Et il y a cette dimension sociale qui, elle aussi, est super intéressante quand on parle d'entraînement cérébral. Voilà, donc moi je vous encourage, si vous n'aimez pas les jeux cognitifs ou si vous voulez les compléter, eh bien, si vous avez aussi la possibilité, eh bien, c'est faire des jeux de société avec vos enfants, avec vos proches. Moi j'ai ma mère voilà, qui a maintenant 77 ans, eh bien, elle fait souvent des Scrabble. Donc, des Scrabble, et puis aussi, elle aime bien les dominos. Bon, tous ces jeux-là, ça lui permet, si vous voulez, de rester en lien avec ses voisines, ses amis. Et puis, du coup, voilà, il y a tout un jeu qui se fait, donc évidemment par le jeu, mais ensuite, il y a tout cet échange qui est vachement riche, si vous voulez, entre les gens, quoi. Hein, donc, qui est aussi primordial. Voilà, donc ça vous paraît clair? Euh, donc n'hésitez pas finalement à faire des jeux cognitifs, à faire des jeux en général. Ça ne vous fera absolument pas de mal. Et si vous avez des personnes âgées autour de vous, eh bien n'hésitez pas à les stimuler de cette façon-là. Il faut que ça reste amusant, je crois que c'est important. Il faut qu'il y ait cette dimension vraiment amusante qui reste. Faut pas que ce soit vu comme une contrainte, mais en tout cas voilà, ça peut être très utile. Euh, on va maintenant parler d'une autre voie, c'est donc ce qu'on appelle enrichir sa mémoire, ce qu'a tout à l'heure suggéré Méline. Je vais maintenant vous engager sur un petit travail d'apprentissage, dans le cadre d'enrichissement par la connaissance. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait moi avec des gens pendant un an. Alors voilà, je vais raconter une petite anecdote. Il y a maintenant quelques années de ça, il y a des tas de personnes qui me suivaient sur internet. Bon voilà, ils prenaient des petits modules pour apprendre des stratégies. Et on me demandait souvent, ouais voilà Vincent, on aimerait bien avoir des entraînements pour la mémoire. Et moi je leur disais, bah, si vous avez suivi ce que je préconise, donc vous pouvez faire des petits jeux cognitifs que vous avez voilà, dans les commerces. Et sinon, l'autre voie royale, hein, celle quelque part que je recommande encore plus, c'est celle de continuer toute votre vie à vous cultiver, à apprendre des choses nouvelles. Bon, et là les retours que j'avais, c'était, si vous voulez, c'était du genre, ouais, mais bah, écoute, ouais, c'est ça, bah, on aimerait bien que tu nous accompagnes, que tu nous coaches. Bon, et à cette époque-là, si vous voulez, moi j'étais en train de travailler sur la première mouture d'un gros travail qui est celui de la mémorisation d'une encyclopédie de culture générale. Bon, peut-être que vous avez vu passer cette information. Le projet est toujours en cours. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver là cette année. Et, euh, et à ce moment-là, je fais une proposition. Je dis écoutez, voilà, je suis sur un travail là, de mémorisation d'une encyclopédie. Eh bien, on peut très bien imaginer que j'extrais des informations de cette encyclopédie, que j'en fasse des vidéos courtes avec un jeu de questions-réponses. Voilà. Et les gens ont plutôt répondu positivement. Donc, bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à créer des vidéos de culture générale avec toujours des questions-réponses en bout de course. Au départ, ce qui se passait, c'est que je donnais donc rendez-vous chaque jour, enfin chaque 2 jours quelque part. C'était vraiment chaque jour avec une action. Donc le jour 1, j'emmenais les gens sur une vidéo de culture générale.
à la fin de laquelle il y avait donc entre 6 et 10 questions sur la vidéo. Donc ils n'avaient pas le droit de prendre de notes, hein, il fallait écouter attentivement la vidéo et ensuite répondre aux questions. Puis ce qui se passait, c'est qu'ensuite euh, je les retrouvais dans une salle de conférence à peu près, je crois, une fois tous les 3 semaines pour faire un petit récap. Et moi, je faisais un petit peu question pour un champion. Donc on était en direct comme ce soir, si vous voulez. Et on faisait des équipes. Et je lançais parce qu'il y avait des cycles, hein, des cycles de 10 vidéos. Et donc qui représentaient quelque chose comme 60 à 100 questions de culture générale. Et donc moi, j'en extrayais une vingtaine et on marquait des points. Voilà, donc je posais la question à l'oral en direct et les premiers qui répondaient par chat, eh bien, marquaient des points. Voilà. Donc au départ, ce qui se passait, c'est que j'avais le retour des gens qui disaient oui, mais c'est assez difficile d'avoir la vidéo et d'avoir les questions derrière. En général, j'arrive pas à répondre à plus de 20 ou 30% des réponses, des questions. Ça m'a interpellé. Effectivement, je me suis rendu compte que je passais à côté d'un truc fondamental, c'était de favoriser la mémoire prospective. Parce que nous, à l'école, on a appris, si vous voulez, à être en classe, à prendre des notes, et puis un beau jour, on vous dit, voilà, il y aura un exercice ou un examen écrit tel jour, donc révisez vos leçons. Le vrai problème, si vous voulez, quand on travaille comme ça, le vrai problème quelque part de notre système scolaire, parce qu'on travaille comme ça, c'est que l'élève prend des notes par rapport à ce que l'enseignant donne comme information, mais personne ne lui dit si l'information qu'il a pris en note est l'information qui est censée être la plus pertinente. Si vous voulez. Donc il y a un travail très subjectif dans la prise de notes. Et lorsqu'on se retrouve devant l'examen écrit, eh bien, rien ne peut vous garantir que ce que vous avez vous pris comme note correspond à ce qu'attendait l'enseignant. Vous voyez, donc c'est un peu biaisé tout ça. Voilà. Et au final, pourquoi ça peut poser problème? Parce que quelque part, on a oublié d'être partenaire de votre mémoire. On a oublié d'appliquer votre mémoire prospective. Moi, je pars du principe que votre mémoire marche d'autant mieux qu'on ne vous prend pas par surprise. L'un des ennemis de la mémoire, c'est l'effet de surprise. Quand on vous prend par surprise, eh bien en général, vous êtes mauvais. Donc si je vous donne une information comme ça, sans vous dire ce que j'attends de vous, il y a de grandes chances pour que vous ne soyez pas très efficace. Par contre, si en amont, j'attire votre attention sur ce que je veux que vous reteniez, eh bien vous voyez qu'à la fin, vous serez nettement plus efficace. Alors on va faire le test maintenant. Hein. Voici ce qu'on va faire. On va pratiquer exactement comment je pratique aujourd'hui sur le cours Campus Mémoire. Je vais non pas vous donner l'information et des questions derrière, je vais d'abord attirer votre attention sur des questions. Donc je vais carrément vous donner les questions d'abord. Je vais vous laisser quelques secondes pour les lire. Et ensuite, je vais vous donner le contenu. Donc vous allez avoir une seconde diapositive où je vais vous laisser le temps suffisant de lire au moins une fois l'information et de repérer les réponses aux questions. Ce qui veut dire que vous allez devoir faire un travail un petit peu inverse. Vous allez devoir d'abord plutôt vous quelque part à retenir les questions, en tout cas attirer l'attention sur les questions, et dans le texte, vous allez faire un travail de reconnaissance. Quand vous allez lire le texte, vous allez dire tiens oui, si, ça correspond à une question ça. Et à la fin, on va reposer les questions et on va mesurer vos scores, d'accord? Voilà comment on va faire. Alors on y va, si vous êtes prêts, d'accord? Alors surtout ne prenez aucune note, hein, on va jouer le jeu, ne prenez pas de notes. L'idée là pour le coup, c'est de vous tester. Ça va ça? Donc on va revenir sur l'écran. Voici 10 questions que j'aimerais vous poser sur le phare d'Alexandrie. Dans un instant, suite à cette diapositive, eh bien, je vais vous proposer un petit contenu court, dans lequel il y aura la réponse à ces 10 questions. La première question, c'est où se situait le phare d'Alexandrie? Dans le contenu, là, tout à l'heure, vous allez voir la réponse à cette question. La deuxième question, c'est en quelle année a-t-il été construit, ce phare d'Alexandrie? Puis, qui l'a redécouvert? Et je vous garantis que ce n'est pas Claude François. Durant combien de temps est-ce qu'il a guidé les marins? Comment était constitué ce phare d'Alexandrie? Quelle était sa hauteur? Jusqu'où pouvait-on voir les bateaux? Comment est-ce qu'il guidait les marins la nuit? Et comment est-ce qu'il est guidé le jour? Alors, la dernière question par rapport à l'épigramme, on va pas la faire parce que j'ai pas mis l'information.
Donc cette question-là, on n'y pense pas, mais je vous dirai pourquoi je pose ce genre de questions à la fin. Alors, je vous laisse prendre encore quelques secondes de connaissance de ces questions. Voilà, vous pouvez les lire une fois ou deux, ne prenez pas de notes. Juste vous en imprégnez. Et voici le contenu. Je vous laisse, allez, 2 minutes maximum pour lire ce contenu et repérer les réponses aux questions. Et là, vous pouvez noter. Là, vous pouvez prendre un papier et un crayon et vous pouvez noter les réponses aux questions dont vous vous rappelez. On y va. Je pense pas que je vais vous laisser 2 minutes parce que j'ai l'impression que ça va être un petit peu long sinon. Allez, je vous laisse encore quelques secondes. Alors, ce contenu-là, normalement, je le propose en vidéo. Hein. De toute façon, à part une autre relation avec l'information, ce qui veut dire qu'en vidéo, vous avez moins la prise sur la vitesse de l'information, donc vous êtes obligé d'être beaucoup plus attentif. Quoi, hein. Allez, on y va. On va faire un petit test si vous voulez bien. Alors, on y va ensemble si vous voulez. Alors, où se situait le phare d'Alexandrie? Je pense que vous avez fini. Où se situait le phare d'Alexandrie? Je vous laisse pas répondre. Sur l'île de Pharos, en Égypte, c'est parfait. En quelle année a-t-il été construit, ce phare d'Alexandrie? Alors, rappelez-vous. Ah ah. C'est en 290 avant Jésus-Christ. Voilà. Qui l'a redécouvert? Jean-Yves. Alors, vous n'avez pas retenu son nom? C'est un français? Jean-Yves Empereur. Alors, pendant combien de temps a-t-il guidé les marins? Alors 17 siècles, c'est la bonne réponse. Comment était-il constitué? Trois étages, voilà, parfait. Ça, c'est la bonne réponse. Quelle était sa hauteur?
Quelle était sa hauteur? 135 mètres, c'est la bonne réponse. Jusqu'où pouvait-on voir les bateaux? Ah, c'est la bonne réponse, c'est jusqu'à 50 km. Alors, comment est-ce qu'il guidait les marins la nuit et comment est-ce qu'il les guidait le jour? Comment est-ce qu'il guidait les marins la nuit? Comment est-ce qu'il les guidait le jour? Voilà, la nuit c'était avec un miroir. La nuit il y avait un miroir, mais pour faire quoi? Voilà, qui reflète. Non, alors, le miroir qui reflète le feu, la nuit, et le jour, plutôt donc la fumée du feu. Hein, voilà. Donc la nuit c'est le miroir qui reflétait le feu, et le jour c'était la fumée du feu. Voilà, j'ai tout bien répondu, bravo. Ce qui est marrant, si vous voulez, c'est en faisant ce petit travail-là, si demain ou après-demain ou après-après-demain je vous pose à nouveau les questions, vous verrez que vous retrouverez beaucoup de réponses. C'est-à-dire qu'en gros là, ce qu'on a fait là, ça favorise aussi la mémoire à long terme. Donc c'est plutôt intéressant. Euh, alors vous avez vu, il y avait aussi ce petit mot de vocabulaire que j'ai pas mis dans le contenu. Pourquoi il y avait ce mot de vocabulaire? Parce que sur chacun des petits contenus que je propose, eh bien, il y a aussi un nouveau mot de vocabulaire. Parce que rappelez-vous que votre mémoire, elle s'enrichit aussi et surtout par le vocabulaire. Elle permet aussi donc de favoriser la clarification. Donc voilà, moi dans le protocole, si vous voulez, que je mettais en place, c'était de travailler sur la mémoire prospective avec les questions d'abord. On lit d'abord les questions. Ensuite, on lance la vidéo, ce qui veut dire qu'on s'oblige à être attentif parce que forcément, on n'a pas la main sur la vitesse, d'accord? Et on répond ensuite à nouveau aux questions et on valide après en s'auto-corrigeant par le texte. Voilà, et en fait, je vous montrerai tout à l'heure le protocole, mais je finis même par un texte à trou. Un trou, voilà. Donc, c'est comme ça que je travaille, si vous voulez, par rapport à l'enrichissement de la mémoire. C'est une façon de faire, hein, parce qu'évidemment, il y en a d'autres. Et justement, à votre avis, quels sont les moyens que vous avez au quotidien aujourd'hui pour enrichir efficacement votre mémoire? Hein, il y a donc le truc un peu classique, effectivement, qui consiste à développer sa culture générale comme on vient de le faire, mais sinon, de façon enfin, inconsciente, j'ai envie de dire. Comment est-ce que on enrichit sa mémoire au quotidien? Dites-moi tout. Hein, si vous ne faites pas ce genre de... Parce que j'imagine que vous ne faites pas ce genre de travail, hein, vous n'êtes pas tous les jours en train voilà, d'apprendre comme à l'école, quoi, hein, forcément. Et au passage, hein, on parle d'entraînement et de stimulation cognitive, quelque part. Si on obligeait chacun d'entre nous à faire une journée d'école par semaine, bah là, vous savez, on aurait un vrai travail d'entraînement et de stimulation cognitive. Hein, parce qu'on referait des maths, de l'anglais, de l'histoire géo, du français, des sciences nat, des sciences physiques, du sport, donc on ferait du dessin, de la musique peut-être. Donc on referait, si vous voulez, tout ce qui nous a permis de progresser quelque part quand on était à l'école. Et donc on serait sans doute nettement plus efficace. Et quelque part, bien voilà, moi je disparaîtrais de la nature parce que je ne serais même plus utile. Voilà. Mais c'est un peu ça finalement, hein. Si on voulait vraiment favoriser l'art de la mémoire et puis donc la stimulation cognitive, et peut-être aussi ralentir le déclin cognitif, eh bien on pourrait tout à fait avoir ce travail préventif de dire bah voilà, chaque semaine, hop, on retourne à l'école. Et ça pourrait être plutôt positif à mon avis. Donc peut-être que je proposerai un jour au gouvernement. Alors, euh, je vois que Méline a suivi. Elle a suivi le parcours. Elle a
le texte exact de la vidéo. C'est ça, Méline. Alors, se poser des questions lorsqu'on lit, pourquoi pas. Ouais, être curieux tout au long de notre vie, mais oui. Mais de façon tout à fait, on va dire, factuelle. Je veux dire, là, évidemment, c'est des comportements, mais de façon factuelle. Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour favoriser l'enrichissement de la mémoire? Truc très factuel. Très concrètement. Dites-moi tout. Vous savez pas? J'attends vos petites propositions. Vocabulaire, oui. Oui. Mais c'est, oui, mais plus simple encore. Allez, je vous donne ma réponse. Appliquer, oui, tout ça c'est vrai. Tout ça c'est vrai. Vous avez entièrement raison. Tout ça c'est vrai, hein. Mais bon, là l'idée c'est de vous donner d'autres pistes. Euh, alors, hop, ici. Donc d'abord, enrichir sa mémoire, ça permet d'engager l'attention, avec les quiz notamment, c'est stimulant, le traitement de l'information, de la réflexion, de valoriser le joueur ou pas, évidemment comme tout à l'heure, de chercher et trouver des stratégies comme tout à l'heure, de développer son vocabulaire, hein, on l'a vu tout à l'heure, de développer ses connaissances, ça c'est intéressant, et donc d'optimiser ses relations sociales, car en général, quand on a des connaissances, on adore les partager. Donc tout ça c'est plutôt positif. Euh, L'autre solution, enfin l'autre solution non, pas la solution, mais des solutions complémentaires, si vous voulez, ou naturelles, bah, c'est de lire. La lecture, forcément, quand vous lisez, vous engagez votre attention, vous engagez, bah, faut bien retenir où est-ce que vous êtes rendu dans votre roman. Ça peut être aussi un livre didactique. Vous avez un mode de pensée d'un auteur, donc ça c'est super intéressant. Et évidemment les voyages, hein. Donc les voyages, ça enrichit grandement votre mémoire parce que vous expérimentez, vous êtes au cœur de ce qui se fait, quoi. En gros, moi j'ai la chance de beaucoup voyager, enfin de beaucoup voyager, je sais pas si c'est beaucoup voyager, mais bon voilà, j'ai fait plus d'une vingtaine de pays. Euh, et c'est vrai que je crois, enfin, moi en tout cas, j'ai l'impression d'avoir beaucoup appris à chaque fois que j'ai bougé dans un pays, surtout dans des pays où on perd complètement nos repères, quoi, hein. Quand vous partez dans un pays, je sais pas, comme l'Afrique noire, euh, là c'est vrai que c'est quand même très différent de chez nous, quoi, hein. Enfin, à chaque fois que vous voyagez, de toute façon, vous avez forcément un impact et une façon pour vous d'ouvrir quelque part votre esprit, quoi. Pour moi, si vous voulez, la mémoire, c'est un petit peu comme, on est un petit peu dans la peau des explorateurs, si vous voulez, des grands explorateurs au départ, ils avaient une petite carte, ils avaient leur environnement, quoi. Puis un jour, voilà, ils ont commencé à dire, voilà, on va essayer d'explorer le monde et on va essayer d'enrichir cette carte. Bah, c'est un petit peu ça votre mémoire finalement. Si vous êtes capable d'enrichir votre carte mémoire, hein, ça c'est l'idée, et bien donc en vous ouvrant à de nouveaux horizons, en voyageant, en apprenant de nouvelles choses, et bien voilà, c'est comme ça que vous enrichissez cette mémoire, et c'est comme ça que vous devenez, à mon avis, de plus en plus performant et efficace. Donc enrichir sa mémoire, c'est évidemment fondamental. Bonne soirée à vous, je vous dis à très bientôt. Et puis voilà, Méline propose la mémoire des enfants, c'est une bonne idée, je pense qu'on va aller sur cette thématique-là. Merci à vous, je vais couper, je vais cliquer sur mon petit bouton et vous souhaiter une bonne soirée. Merci à vous.